Bonjour et merci finalement de nous recevoir chez vous dans ce numéro de rencontre-échange, nouveau numéro de décryptage de l'actualité en chaque fin de semaine ici à Delta Santé, notre pays, le Togo. C'est arrivé le jeudi dernier avec un nouveau texte adopté par les députés portant justement sur les réformes tant entendues, avec beaucoup d'appréciation par la classe politique togolaise. On en parlera dans ce numéro. Et pour en discuter justement, je reçois pour vous Éric Dupuis, qui est le conseiller du président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, et secrétaire chargé de la communication et d'éthique à l'ANC. Merci, monsieur, de notre invitation. Monsieur Wilson, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, vous avez suivi tout le déroulement de l'actualité de cette semaine qui s'achève avec ces tests qui sont votés à l'Assemblée nationale, le toilettage, ou en tout cas des modifications importantes intervenues dans la loi fondamentale, les réformes tant entendues, tant criées, tant souhaitées par tous les Togolais. Vous donnerez vos appréciations tout à l'heure. Celle de l'ANC, c'est bien sûr votre formation politique. Mais avant cela, on va parler d'abord de votre formation politique. On sait que beaucoup de choses se sont passées à longtemps de ça pour retrouver pour en parler. L'éclatement de la C14, vous en étiez sorti. C'est vrai qu'on n'en est pas là, mais peut-être. Alors, comment se porte l'ANC après donc, son départ L'ANC se porte très bien. Nous avons repris nos activités normales. C'est ça. Parce que vous savez que quand on est dans... En faisant chemin seul maintenant. Oui, parce que quand on est dans une coalition, il y a les règles de la coalition. Oui. Donc on a donné une priorité à la réussite de ce que nous nous sommes fixés comme objectif, Oui. c'est-à-dire l'unicité d'action pour obtenir les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Voyant que on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les moyens après à mettre 18 en mois, œuvre, 18 mois pour cette réussite. De vie commune. Nous avons choisi de faire chemin seul désormais, mais nous restons ouverts aux autres partis politiques qui désireraient se joindre à nous pour poursuivre la lutte. Parce que nous pensons que la base de ce travail, un travail très très dur, face à un régime autocrate, c'est la mobilisation populaire. Mais ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, n'est-ce pas, ou bien d'un seul parti politique? Je ne pose pas la question de cette manière. Oui. D'abord, je dirais que c'est une question du peuple togolais tout entier. Maintenant, que ce soit un seul individu qui donne le là de la mobilisation, un parti ou un ensemble de partis, ça, c'est Dieu seul sait comment les choses peuvent s'opérer. Mais chaque parti a le devoir a le devoir de donner la pulsion de cette mobilisation nationale. Et nous nous sommes disposés à nous associer à ceux qui veulent se joindre à nous, ou ceux qui prennent l'initiative sérieuse et responsable, parce qu'il ne suffit pas de berner les populations, mais il suffit de faire des propositions sérieuses et concrètes qui puissent nous amener à cela. Parce que malheureusement, cheminant au sein de la C14, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on allait plus vers une alliance électorale plutôt que la lutte pour l'obtention des conditions favorables pour les consultations électorales à venir. Donc aujourd'hui, nous œuvrons pour cette mobilisation. C'est pour cela que depuis que nous nous sommes retirés de la C14, nous avons repris nos activités normales. Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC, a dans un premier temps reçu la base, c'est-à-dire nos fédérations, les représentants de nos fédérations, les représentants des associations membres de l'ANC. Il les a reçus, ceux de toute la région maritime, une grande réunion qui a réuni plus de 300 personnes. Et puis après, il s'est rendu à Tapamé pour un meeting où il a rencontré également certaines fédérations. C'était pour expliquer les fondements du retrait ou bien pour remobiliser les troupes? D'abord, avant tout, c'est d'expliquer les fondements de notre retrait parce que les gens s'interrogent. Bien sûr. Et puis, lancer la nouvelle vision de l'ANC. Puis tout dernièrement, il était à la rencontre d'autres fédérations dans les plateaux, c'est-à-dire le RAO, Moyen Mono et une partie du ZIO. Et puis là, dimanche, il sera à Tsévier pour un grand meeting. Et là, il va s'adresser aux populations du ZIO. D'accord, c'était vos activités sur le terrain. C'est l'activité, mais c'est la base même, parce qu'un parti politique, d'abord, son rôle,
c'est l'animation de sa base. Bien sûr. Si vous n'animez pas vos bases et que vous vous cantonnez à passer sur les radios ou à faire des réunions, vous ne faites pas votre travail de parti politique. Et alors, ça veut dire que cet élan de regroupement n'anime plus l'ANC? Non, parce que si un regroupement... Parce qu'on a entendu certains de vos leaders, pas des moindres, sur certaines antennes, qui ont pensé que, non, en fait, c'est mieux que l'ANC évolue seule, c'est ça? C'est un choix. C'est un choix, parce que nous estimons qu'en évoluant seul, tout à l'heure, je vous disais que d'autres partis politiques peuvent choisir d'évoluer seul. L'essentiel, c'est que chaque parti politique qui décide d'évoluer seul ait la capacité et la volonté de stimuler la mobilisation, d'aider à obtenir une mobilisation populaire, de manière à ce que, ensemble avec le peuple togolais dans toute son entièreté, on arrive à résoudre ce problème, c'est-à-dire le maintien ad vitam aeternam d'une personne, d'un clan, d'une famille à la tête de ce pays. Il ne faut pas oublier que les Nyansibé sont là depuis bientôt 60 ans et que M. Faure Nyansibé, avec le vote de la loi portant modification de la Constitution cette semaine, lui ouvre la porte pour faire autant que son père, voire plus. C'est ça. Et ça doit nous interpeller à nous tous. Et nous devons nous mobiliser pour dire non, nous sommes des êtres humains. L'alternance politique est un besoin vital pour tout peuple. D'accord. Donc l'ANC tient le cap toujours bien en place sur l'échiquier politique parce que depuis là, quand on parle des forces politiques de l'opposition désormais, on ne vous cite plus tellement. Par exemple, dans les médias, c'est la C14, enfin, pour ce qui en reste, dont on parle souvent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est voulu par certaines personnes pour nous faire disparaître. Mais bon, nous, on ne va pas disparaître comme cela. Peut-être que c'est fait exprès. On fait semblant de nous oublier. Mais la réalité va peut-être réveiller ceux qui sont dans cette logique obscure. Parce que nous existons bel et bien, et nous entendons maintenir notre poste de premier parti politique de l'opposition. C'est ça. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas, après recul, tirer le son des erreurs, des échecs, peut-être pour repartir de bonnes bases? Parce qu'en semaine aussi, on a entendu dire que ceux qui étaient de la C14, ils ont finalement signé quelque chose qui définissent les bases. On avait voulu faire ça, ils n'avaient pas voulu. Quand on avait fait les séminaires de 2 jours, l'essentiel des discussions qu'on avait eues, c'est qu'on n'avait pas signé de documents de base, de règlements intérieurs fiables qui puissent éviter les dérives qu'on a connues. Donc je souhaite bon vent au reliquat de la C14 et j'espère que ce document qu'ils auraient signé, je ne sais pas s'ils l'ont signé, je n'en ai pas connaissance, et que ce document va leur permettre de conforter leur union. Et puis peut-être que nous allons continuer à œuvrer ensemble dans des conditions bien précises, celles que nous appelons l'unicité d'action. Il ne s'agit plus pour nous de rentrer dans un quelconque regroupement. Mais si il y a des actions à mener, que ce soit avec la C14, que ce soit avec la société civile, que ce soit avec d'autres partis politiques, si l'objectif, c'est la mobilisation des populations pour obtenir ce que nous souhaitons, c'est-à-dire les réformes, les vraies, pas un simulacre de réformes, pas du cinéma, d'obtenir des vraies réformes qui permettent la résolution définitive de la crise qui mine notre pays depuis des années. Oui, nous sommes prêts à œuvrer ensemble. C'est cela. Ce qui veut dire que l'ANC pourrait se joindre, par exemple, à une mobilisation de rue de la C14? Bien sûr. Et j'espère que la C14 pourra se joindre à une mobilisation de rue organisée par l'ANC. Et d'ailleurs, si nous lançons le mot d'ordre, nous les inviterons. Et nous inviterons la société civile également. Mais puisque depuis un temps, c'est comme si la mobilisation de rue ne porte pas autant qu'on l'espère. C'est parce que nous-mêmes, nous avons tué la mobilisation de rue. Comment donc? La C14, nous, de la C14, nous avons tué cette mobilisation. Parce que, d'abord, en acceptant que le dialogue nous ait amené à sursoir aux manifestations. Vous savez,
quand vous êtes en train de mener un combat, la seule arme que vous ayez, si on vous demande de la déposer et que l'autre, votre adversaire, a l'intégralité de ses armes, vous êtes perdu d'avance. C'est ça qui est arrivé. Et au sein de la C14, nous avons débattu cela pendant de longues semaines, voire des mois. Il y avait parmi nous donc quand la médiation avait demandé de surseoir manif oui, il y avait parmi nous un, voire deux partis politiques qui ont soutenu mordicus qu'il fallait continuer. Suspendre. Ah, d'accord. Suspendre. Et nous, on a refusé. J'ai conduit la délégation, j'ai eu l'honneur de conduire la délégation du comité préparatoire de la C14. Mais nos discussions ont achoppé sur ce point pendant 48 heures. Et on a été obligé de prolonger le délai de 24 heures pour qu'on puisse signer le document. Parce que nous avons dit que tant qu'il demanderait la suspension des manifestations, nous, on ne signait pas. Et puis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la CEDEAO a publié un compte rendu de la première réunion avec les facilitateurs. Vous vous souvenez quand le président ghanéen et le président guinéen étaient venus, à l'issue de cette réunion, ça devait être en juin 2018, je crois, il y a eu, puisque moi-même je n'étais pas là, j'étais en France en ce moment-là, ils ont signé eux-mêmes un communiqué sanctionnant la fin des travaux, dans lequel ils disaient que les protagonistes ont accepté la suspension des manifestations. Et aucun de nous n'a signé ce document-là. Ce qui n'est pas fair play de leur part. Bon. Après, nous avons essayé à maintes reprises d'organiser des manifestations. Un parti, systématiquement, a fait obstruction à ces manifestations-là, voire même appeler ces militants à ne pas prendre part aux manifestations. Vous savez, à force d'annoncer des manifestations, de les reporter, voire les annuler, au bout d'un moment, les populations sont désarçonnées, voire démobilisées. Et c'est ce qui nous a amené, lors de la dernière manifestation que nous avions organisée avec la C14, on n'avait pas eu grand monde. Alors, continuer dans des erreurs, est-ce que c'est malin? Nous nous disons, si on doit poursuivre le travail dans ce sens-là et en essayant tout simplement de préserver l'unité de la coalition au lieu de régler les problèmes qui minent la coalition, je pense que la seule solution qui nous restait, c'est de nous retirer pour essayer de mobiliser autrement. On n'est pas fâché avec les partis qui composent la C14. Et d'ailleurs, nous avons avec certains des relations qui continuent. On se voit, on discute. C'est ça. Alors, ça fait du bien de l'entendre parce que vous avez à vous entendre, c'est le peuple qui avait demandé que vous soyez ensemble, n'est-ce pas? Pendant vous savez, longtemps. Si on va dans ce sens-là, il faut remonter peut-être à l'historique de la création de la C14. La C14 ne s'est pas créée du jour au lendemain. Vous vous souvenez qu'en 2014 et 2015, on a créé CAP 2015 pour désigner Jean-Pierre Fabre comme candidat unique de la présidentielle de 2015. C'est ainsi que ce regroupement de partis avait désigné Mme Brigitte Adjemabo Johnson comme la coordinatrice de CAP 2015. Et en 2017, nous avons approché le regroupement qu'on appelait le groupe des 6, le G6, pour travailler ensemble. Donc nous avons commencé à travailler ensemble, ça à 11 partis politiques, et nous avions envisagé d'organiser de grandes manifestations à Lomé et dans le pays tout entier à partir du 6 septembre 2017. C'est en ce moment-là qu'il est arrivé ce que vous savez et que M. Tipi Adjadam a appelé à son secours son grand frère Jean-Pierre Fabre. Et c'est ainsi qu'on a intégré
dans le regroupement qui travaillait déjà sur le terrain, c'est-à-dire le regroupement des 11 partis politiques, le PLP, et que toujours CAP 2015 a envoyé une délégation conduite par Patrick Lassonde pour rencontrer le CAR, pour que le CAR nous rejoigne. Et puis il y a eu, après, l'adhésion de Santé du Peuple, de Dr Coexan, et c'est ainsi qu'on est arrivé à 14. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé du jour au lendemain, parce qu'il y a beaucoup qui s'imaginent que ça a été créé au lendemain de l'affaire de 17. C'est totalement faux. Il faut que la vérité soit rétablie. Le travail était en cours avec 11 partis politiques avant cela. C'est ça. Bien, merci. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous parlons de ce fait de société de chez nous, avec notamment cette loi, la Constitution qui a été modifiée en semaine. Nous allons préparer un petit dossier là-dessus, la rédaction, n'est-ce pas? On va vous proposer cela et vous ferez vos commentaires à propos de ces modifications qui sont intervenues au sein de cette loi fondamentale. Si la régie est prête, elle peut nous envoyer l'élément. Les Togolais se réveillent ce 9 mai et apprennent les réformes votées au Parlement la veille. Ce 8 mai 2019, les députés togolais ont dû travailler jusque tard dans la nuit afin d'adopter de nouvelles réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et dans l'agenda de la nouvelle Assemblée, la révision constitutionnelle devrait permettre de trouver une solution durable à la crise sociopolitique du Togo enclenchée depuis août 2017. Adoptée à la suite d'un vote à bulletin secret par les 90 députés présents sur 91, la révision constitutionnelle en question apporte certains changements majeurs. La nouvelle réforme approuvée porte entre autres ces modifications. Le nouvel article 52 porte à 6 ans renouvelable 2 fois le mandat des députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Quant au mandat présidentiel, source principale des récents soulèvements, il reste de 5 ans renouvelables une seule fois, mais sans la formule en aucun cas, comme le réclamait la C14. Les députés ont préféré y ajouter un autre détail. Cette disposition ne peut être modifiée que par référendum. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Également, les élections à 2 tours sont approuvées. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Dans ces nouvelles modifications portées à la Constitution, les anciens présidents de la République auront une place de droit au Sénat à vie et ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite relative à leur mandat présidentiel. Les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. Plusieurs institutions également connaissent quelques modifications. Selon cette nouvelle réforme, l'article 100 porte à 6 ans renouvelable une seule fois le mandat des membres de la Cour constitutionnelle, répondant à la question de la rétroactivité de la loi, surtout concernant le mandat présidentiel et législatif. Cette nouvelle réforme situe clairement en son article 158 en remettant les compteurs à 0. Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats. Dans la foulée de ces réactions suite à ces réformes adoptées au Parlement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, n'a pas manqué de féliciter les députés. Tôt ce jeudi, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, dans un tweet, a félicité l'Assemblée nationale pour ce travail. Bravo à notre Assemblée nationale pour l'adoption des réformes constitutionnelles dans le strict respect de l'esprit de la feuille de route de la CEDEAO à l'issue d'un débat démocratique et républicain qui honore la représentation nationale. Quoi qu'il en soit, l'opposition regroupée au sein de la C14, du moins ce qu'il en reste, s'indigne de ce qu'elle appelle imposture et appelle à une mobilisation pour obtenir l'alternance en 2020.
Quelques heures avant l'adoption de ces réformes, c'est l'archevêque émérite, Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, qui s'est indigné du contenu proposé et a appelé à une mobilisation. Tous dénoncent le renforcement des pouvoirs du président de la République qui ne peut faire l'objet d'aucune poursuite et aussi la remise du compteur à zéro, contrairement à la proposition de l'expert de la CEDEAO. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Disposition transitoire, le mandat dont l'exercice est en cours entre dans le décompte du nombre de mandats autorisés par l'article 59. En clair, les réformes longtemps souhaitées ont été adoptées tard dans la nuit de ce 8 mai 2019, de nouvelles modifications pour lesquelles plusieurs accusent le pouvoir de se tailler la part du lion. Oui, retour au studio. Alors, monsieur Luc Dupuis, vous avez suivi, et je sais que l'ANSI n'a pas encore officiellement réagi à propos, mais à chaud, que dites-vous en suivant cet élément? D'abord, je ferai une petite remarque que vous me permettrez. Oui, allez-y. C'est que la crise qui mine notre pays ne date pas de 2017. De 2017. Oui, cette crise date de bien avant. Et d'ailleurs, vous n'avez pas oublié que c'est à cause de cette crise qui minait notre pays qu'il y a eu la signature de l'APG, l'accord politique global, en 2006, suite à près d'1 millier de morts dans notre pays. Et que M. Fogna Sibé, qui avait juré sur tous les toits que ces réformes seront mises en place, a attendu jusqu'à aujourd'hui pour nous présenter la réforme qu'il souhaitait, les réformes qu'il souhaitait déjà depuis 2006. Pourquoi avoir attendu 13 ans pour mettre en œuvre ce qu'il voulait, c'est-à-dire lui garantir le pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, comme cela l'a été pour son père. Ce qui vient de se passer est une forfaiture, est un coup contre la Constitution et contre le peuple togolais. C'est totalement inadmissible. M. Fogna Sibé a obtenu de la part de l'Assemblée actuelle, sur un plateau d'argent, ce qu'il attendait depuis, c'est-à-dire le pouvoir ad vitam aeternam. Et après lui, certainement l'un de ses frères ou l'un de ses enfants. Nous disons que c'est totalement inadmissible. C'est ce que vous réclamez pendant longtemps d'ailleurs, les 2 tours, qu'il reste la limitation de mandat. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de limitation de mandat. Oui, mais alors soyez clair, expliquez-nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de limitation de mandat, parce que quand on limite le mandat, quand la loi est votée, on s'y plie. Or, aujourd'hui, l'article 158 permet à M. Fogna Sibé de terminer son mandat, d'en faire encore 2, voire plus, puisqu'il a la possibilité. Il a bien stipulé que c'est 2 mandats. Il a la possibilité de convoquer les populations pour une consultation référendaire. Donc, qu'est-ce qui l'empêche? Rappelez-vous que son père avait juré par tous les noms, par tous les dieux, qu'il respectera la Constitution. Mais en 2002, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la Constitution pour pouvoir rester encore au pouvoir. Donc, je ne sais pas pourquoi son fils ferait autrement. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. C'est d'abord sur la légitimité même de ce qui vient de se passer. On a révisé la Constitution togolaise qui avait été votée à plus de 90%, été patuée à maintes reprises. Ça vient d'être révisé par une assemblée quasiment monocolore. Parce que nous savons dans quelles conditions cette assemblée a été élue le 20 décembre dernier. Il y a aujourd'hui, eux-mêmes ils le disent, certains députés qui ont été quasiment nommés. Il y a des indépendants qui ne sont que des branches du régime RPT. Nous estimons l'abstention du 20 décembre à près de 70-80%. Ils estiment, eux, à 41%. Même si tel est le cas, qu'on accepte que ça soit 41%, est-ce que les 59%
sont habilités à décider d'une chose aussi importante que la Constitution qui va régir notre pays pendant des années, est-ce que c'est suffisant? Vous savez, en France... C'est la leçon du boycott. Hein, non, non, non. En France, oui. Parce que la Constitution est la base même de tous les textes dans ce pays. La loi fondamentale. Ça prime. Et il faut veiller à assurer la pérennité de cette loi fondamentale. Quand on tripatouille la Constitution de cette manière-là, quand on révise la Constitution dans l'intérêt seulement de préserver les intérêts d'un seul individu, ça amène quoi? Ça amène l'instabilité constitutionnelle. C'est-à-dire que demain, celui qui sera au pouvoir va tenter de modifier cette Constitution-là. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Nous, ce que nous voulons, c'est une Constitution qui soit une Constitution totalement désintéressée, non partisan, et qui permette à tous les Togolais, demain, après-demain, de se retrouver dans cette Constitution-là pour assurer la continuité de l'État. Ce qui vient de se faire, ce n'est pas ça. On a assuré l'intérêt particulier d'une seule personne au-dessus de l'intérêt du peuple togolais. On a assuré à M. Fonia Sibé de rester au pouvoir autant d'années qu'il le souhaite. On lui a assuré l'impunité ad vitam aeternam, c'est-à-dire que si on lit ce texte-là, vous pouvez être élu demain, prendre 1000 milliards dans la caisse, vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable. Oui, puisque... Vous pouvez assassiner des milliers de vos compatriotes, on n'a pas le droit de vous toucher. Et cette impunité-là, qui existe dans notre pays depuis des années, devient maintenant loi, devient article de la Constitution. Mais c'est grave. C'est grave. Là, je dis, on doit se poser la question sur la légitimité de cette Assemblée-là. Deuxièmement, est-ce que cette Assemblée-là a le droit de procéder à la modification de tant d'articles, 29 au total, quand on sait que le gouvernement n'a introduit que la proposition de modification de 3 articles, à savoir la 59, la 60 et 100. Donc on doit s'en tenir là, c'est ça? Mais dans le fait, bien sûr, on doit s'en tenir à ça. On peut pas aller au-delà de ces articles pour toucher mais les dans ce autres, cas-là, oui. Monsieur Wilson, il suffirait que le gouvernement introduise une proposition de loi portant modification, révision d'un article de la Constitution pour que les députés réécrivent entièrement la Constitution. Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est le rôle des députés de l'Assemblée nationale de réécrire la Constitution? Vous savez, l'article 144... On a modifié. Mais, si vous modifiez... Monsieur, ça ne se fait par voie parlementaire, tout comme par voie Monsieur Wilson, oui, si vous modifiez l'intégralité des articles de la Constitution, vous avez réécrit la Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? C'est 29 articles. Non mais, je vous ai dit, si on demandait aux députés de réviser un article de la Constitution et que l'Assemblée, les députés décident d'en réviser 200, 300, voire l'intégralité de la Constitution, c'est une réécriture. C'est une réécriture. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Je dis non. Parce que l'article 144 de la Constitution actuelle dit que l'initiative de la révision de la Constitution revient concurremment au président de la République et à 1/5 au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés ont introduit une proposition de modification de la Constitution? Non. Ils ont saisi l'occasion pour modifier. Ils ont même modifié un article concernant la décentralisation. Est-ce que la modification de la décentralisation se trouve dans ces 3 articles cités? Et ce document-là, c'est quoi? C'est le rapport de l'étude au fond du projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100. Ça,
Qu'est-ce qui a été envoyé par le gouvernement? Non, Oui. c'est le rapport C'est ça. de la commission chargée d'étudier le projet. Et ils écrivent, vous savez, c'est assez surprenant de lire tout ce qui est dans ce document-là. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on trouvera d'autres occasions pour aller au fond de tout cela. Vous allez voir que tout ça là, c'est du cinéma qu'ils nous ont fait. Tout était préparé. Il suffisait de venir et de nous imposer ce qui avait été décidé par ailleurs. Et nous nous disons non. Alors, je vous donne lecture tout simplement de paragraphe B, études particulières. Pour l'examen du dispositif du projet de loi, la Commission a reçu plusieurs propositions d'amendements écrits par des députés. Est-ce que c'est ça qu'on leur demande? On leur demande d'amender 3 articles, 59, 60 et 100. Il y a plusieurs amendements écrits. Ces propositions d'amendement ont été récapitulées, je vous passe le reste. Et puis on va plus loin. La commission de la législature précédente a introduit des amendements qui ont été présentés. Qui est-ce qui a défendu ces amendements? Mais c'est bien, on vous a fait un clin d'œil, en tout cas la précédente législature, pour montrer qu'on a pris en compte... Est-ce que la loi les autorise à le faire? Est-ce que la législature précédente a représenté en ce moment-là le 1/5 de l'Assemblée précédente pour faire une proposition de loi? Non. Et on se demande exactement ce qu'ils sont allés faire là-bas. On modifie, on assure au chef de l'État la pérennité, être à la tête de l'État pendant des années. On efface le passé. Et en contrepartie, pour faire plaisir aux députés, on porte à 6 ans leur présence à l'Assemblée nationale. On efface le passé. Mais en effaçant les mandats passés, ce n'est pas pour leur faire plaisir. C'est pour que cette loi-là, qui efface l'article 158, ne soit pas perçue comme une loi taillée sur mesure pour faire ainsi B. C'est ça. Or, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Une loi. Et plus encore, la Constitution doit être de portée générale. On ne peut pas écrire une loi pour un individu. On ne peut pas tailler la Constitution sur mesure pour une personne. J'en appelle à la conscience du peuple togolais tout entier. C'est une insulte à notre intelligence. Alors concrètement, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Mais vous savez, il y avait eu plusieurs propositions de loi par le passé, portant modification de la Constitution, portant révision de la Constitution. Il y a eu celle de l'opposition, si je me souviens bien, il y en a eu 2. Il y a eu celle du gouvernement, que nous avons soutenue. À l'époque, oui. Et qui a été rejetée par le APT UNIR à l'Assemblée nationale. Il y a la proposition de la CEDEAO. Rien de tout cela ne figure dans ce document-là. Quand j'entends M. Bawara se féliciter de la prise en compte des recommandations de la CEDEAO, je n'ai pas été surpris parce que je connais bien M. Bawara et je pense que tout le peuple togolais le connaît et c'est sans commentaire. Parce que la vérité, un homme n'a de valeur que par sa parole. Si vous n'avez pas de parole, vous n'êtes pas un homme. Et on doit pouvoir dire la vérité. D'abord, se dire la vérité aux autres. Et quand on occupe un poste de responsabilité nationale, on a le devoir de la vérité au peuple. Et nous avons tous le devoir de vérité au peuple togolais. Nous dire que l'Assemblée a pris en compte les recommandations de la CEDEAO, un peu d'humilité et un peu de respect pour nous. Parce que nous aussi,
nous avons participé aux négociations. Le peuple togolais a eu connaissance des recommandations. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les Togolais pour une bande d'imbéciles. C'est cela. Avez-vous d'autres commentaires encore sur cette proposition de loi, ces modifications? Je reste à votre disposition pour d'autres questions si vous le souhaitez, mais je pense que la ANC, très prochainement, dans les tout prochains jours, vous donnera sa position sur l'intégralité de ce document, qui comporte beaucoup d'incongruités. Beaucoup d'incongruités. Si je me mettais à vous relever toutes les incongruités que cela contient, je pense que malheureusement votre émission ne suffira pas pour que nous puissions en discuter. Nous aurons l'occasion, autour d'une table avec les professionnels de la communication, des médias, pendant 2 voire 3 heures, débattre de cela. Tout à fait. Alors en semaine, vous étiez en conférence de presse justement. De quoi il était question pour ce qui m'interpelle rapidement? On a parlé essentiellement de... Avant que la loi ne soit votée. On a parlé essentiellement de la décentralisation, parce que monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur Boukessi, avait appelé la CENI à faire injonction à la CENI de procéder à la révision électorale pendant 3 jours de telle date à telle date, et nous estimons que le gouvernement sort de son rôle. Si on estime que la CENI, si on considère que la CENI est une institution indépendante, l'immixtion du gouvernement dans les décisions, dans la mise en œuvre du chronogramme de la CENI est une imposture et que nous ne pouvons pas l'accepter. Donc ce n'est pas des prérogatives du gouvernement de donner des dates? Non, c'est la CENI qui doit, après avoir établi son chronogramme, faire des propositions au gouvernement. Il appartient alors au gouvernement, lors des conseils de ministres, de sortir un décret pour appeler, convoquer le corps électoral et fixer les modalités. C'est ce qui a été fait hier ou avant-hier. Et en même temps, nous avons relevé également beaucoup de problèmes liés à ces prochaines consultations électorales, notamment en ce qui concerne le découpage électoral. Vous allez voir que dans Lomé, par exemple, dans certaines villes, dans certaines nouvelles communes, on a des îlots, on ne sait pas pourquoi. Quand par exemple, vous les appelez des îlots? Des îlots, même des îles totalement, parce que quand vous voyez par exemple la commune de Ijanawe, on enlève Kélégougan, en disant que Kélégougan fait partie d'une autre commune, mais Kégué fait partie de la commune de Ijanawe. Alors, la question qu'on se pose, quelle est la différence entre Kélégougan et Kégué? Dans la même mesure, on enlève les quartiers de Foreva, de Ntifafakome et de Nukafu pour ajouter à la commune Golfe 1. Ça veut dire que pour ce îlot-là, il faut traverser une autre commune pour aller dans sa propre commune. Et on me signale que dans l'Ougou, le cas existe, que certains villages faisant partie d'une commune, les habitants doivent passer par Atapamé avant de se rendre dans le chef-lieu de leur commune, soit parcourir 20 km. Alors, on s'est demandé comment ce découpage a pu être réalisé. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va aller aux élections, aux consultations électorales bientôt, 30 juin, les populations ne sont pas informées. On a communiqué autour de ça. Mais les populations ne sont pas informées. Moi, je vous dis... Et c'est là votre rôle quand vous allez rencontrer les populations de base. Donc, il faut d'abord que moi je sache. Est-ce que on m'a dit que tel quartier fait partie de... Non. Non. Quand vous posez la question aujourd'hui aux populations, on dit, bon, votre quartier est dans quelle commune? 99,9% ne le savent pas.
Moi, je suis président de la fédération 2e arrondissement de mon parti. Hier soir, j'ai posé le problème en disant, bon, avec le découpage qu'il y a, notre fédération a été divisée en deux. Sur 10 sous-sections que nous avons, 5 sous-sections appartiennent à telle commune, 5 sous-sections appartiennent à l'autre commune. Est-ce que les populations de ces communes le savent? Non. Il suffit de faire un travail de sensibilisation là-dessus pour que la population soit informée. C'est pas nous qui avons fait le découpage. Ouais. Alors, si le gouvernement avait conscience de votre préoccupation, M. Wilson, c'est le gouvernement. Ceux qui ont procédé au découpage, qui devaient initier depuis plusieurs mois déjà la sensibilisation et la formation des populations. Cela n'a pas été fait. Et pour procéder à cette formation et information des populations, il aurait fallu réunir vos collègues, vos confrères journalistes, les informer, réunir les partis politiques, les informer. Cela n'a pas été fait. Est-ce que copie ne vous a pas été envoyée dans vos états-majors pour vous en approprier de nouveaux découpages? Non. Même, est-ce que c'est les copies qu'il faut? Il faut mettre en place les moyens. Vous savez, on n'a jamais fait d'élection locale au Togo. On n'a jamais fait d'élection locale au Togo. Non, on en a fait il y a longtemps, c'est tout. Non, M. Wilson. J'entends dire, sous quel régime? Ah oui, parti unique. Vous appelez une élection, quand il s'agit d'une élection organisée par un parti unique? Moi, je dis non. Je dis non. Vous ne pouvez pas procéder à une élection quand il s'agit d'un seul parti. Ça s'appelle une désignation et non une élection. C'est ça. Donc, je maintiens. C'est la première fois qu'on va C'est la première fois qu'on va faire des élections locales au Togo. Donc, à l'ère du multipartisme. Donc, on le dit comme ça. À l'ère du multipartisme. Donc, ça impose certaines précautions. Bien sûr, oui. Tout à fait. Parce que si on veut assurer la pérennité de ces communes, si on veut aider ces communes à faire le travail de développement à la base, en toute indépendance, il faut sensibiliser les populations, il faut les former. Vous savez, moi, je m'interroge. Quand on interroge les gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du pays qui n'ont jamais eu d'essai d'acte de naissance, qui n'ont jamais eu de certificat de nationalité, mais qui votent. Parce que, sur témoignage, ils ont leur carte d'électeur. Qui n'ont pas, ne savent même pas ce que c'est que comment dit-on, la fiche 3 de la date de naissance? Non. J'ai un trou. D'accord. Et ces gens-là ne peuvent pas être candidats. Ils ne peuvent pas être candidats. D'accord. Et s'ils doivent être candidats, il faut maintenant qu'ils fassent ces démarches-là. Vous savez combien de temps il faut pour obtenir un certificat de nationalité? C'est très long. Il faut voir les coutumiers, il faut faire ceci, il faut avoir des témoins, ainsi de suite. Avant d'avoir le certificat de naissance, l'acte de naissance, puis après, le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité. Alors ça veut dire que vous pensez que les conditions ne sont pas réunies parce que vous connaissez la date maintenant. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à des difficultés? Non, à ces élections? Les difficultés sont là. Les difficultés sont là. Les difficultés sont là. C'est-à-dire que... on ne veut pas la continuer, la solutionner. Mais non, qu'est-ce que vous voulez faire contre l'impréparation? Vous n'y pouvez rien. Ça laisse présager que on va encore faire ces élections sans vous, sans la participation de... Je ne vous ai pas dit cela. D'accord. La décision à participer ou non à ces élections dépend de mon parti, l'ANC. Le moment venu, je pense que l'ANC va se prononcer
sur cela. Sur le calendrier, il y a 3 jours de révision. La dernière fois, à la conférence de presse, le président national répondait à vos collègues à ce sujet et il leur a dit que la décision est prise. La décision de la ANC est prise. D'aller aux élections. Non, est prise. Mais le moment venu, nous vous dirons si nous y allons ou pas. Donc en fait un statu quo, c'est ça? Voilà. Donc, patientez quelques jours, vous le saurez. Ok, alors dans tous les cas, est-ce que ça ne ferait pas encore qu'ajouter à la situation si justement, ou si jamais cette décision qui sera annoncée n'allait pas dans le sens d'une persuasion possible? Je n'ai pas très bien compris. C'est cela. Est-ce qu'il faut encore s'attendre à un boycott de la part de la ANC? Je vous dis que la réponse vous sera donnée dans quelques jours. C'est ça. Tout au moins, au plus tard la semaine prochaine, au milieu de la semaine prochaine, vous le saurez. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si nous décidions d'y aller, nous avons le temps de faire appel à nos populations. Si nous décidons de ne pas y aller, il est encore temps d'appeler nos populations à s'abstenir d'aller se faire recenser et de prendre part à ces élections. Et puis, il y a la troisième solution, on peut demander aux populations d'aller se faire recenser mais de ne pas aller voter. Donc, il y a 3 possibilités. C'est ça. Ok. Alors, au-delà, finalement, que dire? Comment vous envisagez l'avenir du pays au-delà de toutes ces considérations, de ces problèmes? Parce qu'on a quand même l'impression qu'on fait du surplace. Après 18 mois de pic, de mouvement de contestation, voilà le test qu'on a eu, ces changements, ces modifications. Alors, finalement, que dire et quel espoir donner aux Togolais à l'allure, où vont les choses? Quel espoir donner au peuple togolais? Est-ce qu'il faut chercher à donner espoir au peuple togolais? Certains pensent qu'on fait du surplace. Je ne sais pas. Oui. On fait du surplace parce que nous avons un régime totalitaire en face. Et une opposition. Est-ce que vous savez, est-ce que M. Wilson, oui. Tout à l'heure, dans votre reportage, vous parliez d'une crise qui minait notre pays depuis 2017. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2010, 2011, 2012 2010, 2011, 2012, on ne pouvait même pas manifester dans ce pays. Systématiquement, on était matraqué, gazé. Jean-Pierre Fabre, le mercredi, ne pouvait même pas sortir de lui pour aller au culte de Salem. Ils sont allés jusqu'à casser le portail de sa maison, ils sont pénétrés, ils sont allés jusqu'en haut, où était sa mère, de plus de 90 ans. Ce régime n'a pas changé. Alors, est-ce que ce régime fait du surplace? Nous nous sommes battus pour obtenir le droit de manifester avec beaucoup de sacrifices en vies humaines. Il y a des gens qui ont perdu les yeux. Il y a des gens qui ont perdu des membres. Mais grâce à notre détermination, nous avons récupéré le droit de manifester. Et la pointe, le pic de ces manifestations a été celle du 12 juin 2012, qui a drainé plus d'1 million de personnes. Suite à cela, il y a eu les incendies des marchands. Pour arrêter cette montée de mécontentement dans le pays, pour arrêter l'organisation des manifestations. Il y en a qui ont fait jusqu'à 5 ans de prison. Notre ami Yakanou est mort en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Lui, il ne bénéficiera jamais de l'impunité. Il est mort. Il ne bénéficiera jamais de l'impunité. Mais les criminels bénéficient de l'impunité. Rien n'a changé. Quand vous me parlez de faire du surplace, qui est-ce qui en réalité n'a pas changé, ne veut pas changer? C'est le régime à côté de nous.
M. Fogna Sibé veut perpétuer la gouvernance de son père. M. Fogna Sibé, je ne sais pas s'il a un minimum de considération pour ce peuple. Pourquoi vous ou votre enfant n'aura pas l'ambition d'être président de la République dans ce pays? Et que lui, après que son père ait fait 34 ans, que lui, il ait fait 15 ans, il aspire encore faire 15 ans, voire plus. Et les autres Togolais? Tout le monde n'en est pas encore là. Non, mais vous me demandez, on fait du surplace. On ne fait pas du surplace. On se bat pour que cela s'arrête. D'accord. Mais nous sommes en face d'un mur. Comment faire tomber le mur? Le mur de Berlin, comment le faire tomber? Comme ça s'est fait à Berlin, c'est le peuple qui a fait tomber le mur. C'est ça. Et c'est le peuple qui doit se lever pour faire tomber le mur qui nous empêche d'avancer dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Ok. Nous n'avons pas d'autre solution. C'est ça. Un parti politique n'est que un chien aboyeur. Nous motivons les populations, nous les informons, nous dénonçons tout ce que nous pouvons dénoncer. Mais si les populations ne se réveillent pas et ne prennent pas en compte leur droit constitutionnel de dire non, on ne fera rien. C'est ça. Donc, vous Parce comptez- que la Constitution Oui. donne cette possibilité Ok. au peuple de se soulever quand il sait que ses droits fondamentaux sont violés. C'est ça. Et eux aussi parlent au nom du peuple, n'est-ce pas? Tout le monde se réclame du peuple. Non, moi je dis que les partis politiques, je ne me réclame pas du peuple. Je dis que nous sommes des aboyeurs, nous sommes là pour attirer l'attention du peuple sur ce qui se passe. Eux, qu'est-ce qu'ils peuvent dire au peuple? Que qui a violé les droits fondamentaux du peuple? Le RPT uni peut dire que l'opposition a violé les droits fondamentaux du peuple? Non. Nous, on peut dire qu'avec ce qui se passe depuis des années, on viole constamment le droit de l'homme même. Quand on tire sur des enfants sortant de l'école, quand on assassine 1000 personnes, quand on empêche les populations de jouir de leur droit de boire et de manger, parce que le problème d'eau potable est un problème très grave dans notre pays. Bien sûr, bien sûr. Quand on sait qu'aujourd'hui, le salaire minimum est en 35 000 francs et qu'avec ça, personne ne peut vivre dans ce pays, c'est une violation des droits du peuple togolais. Pendant ce temps-là, des gens roulent sur de l'or dans ce pays. Et ce ne sont pas des hommes d'affaires qui aient réussi dans leur activité, mais ce sont des fonctionnaires, des gens du gouvernement qui se sont enrichis. Je n'ai jamais connu un pays, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, où on est devenu milliardaire parce qu'on a été fonctionnaire ou ministre. Pendant des années, la constitution actuelle prévoyait la déclaration des revenus ou des biens avant entrée et sortie des fonctions. Cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on nous dit que cela va être fait. Est-ce qu'il fallait attendre 15 ans pour le faire? Ok. Merci. Et on dit, il y a une loi organique qui va préciser les conditions. Attendons de voir cette loi organique, vous verrez que ça sera vidé totalement de son sens. Merci, M. Luc Dupuy. Je rappelle que vous êtes le conseil de présidence de l'ANC, chargé de communication et d'éthique. Alors, que dire en fin d'entretien? Quel message? D'abord, je voudrais vous remercier et je voudrais inviter les populations à rester mobilisées et déterminées. Parce que nous rentrons dans une phase de la lutte qui est très importante. Nous ne pouvons pas accepter cette forfaiture. Il s'agit d'une forfaiture, cette nouvelle révision de la Constitution de notre pays. Nous devons demander au régime
de procéder à une révision sérieuse qui assure la pérennité de la Constitution et qui soit des lois qui soient faites pour l'ensemble du peuple togolais et non pour un individu. Et pour ce faire, nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est la mobilisation. Et que si M. Faure Gnassingbé s'entête à maintenir cette position, à vouloir à tout prix se présenter en 2020, nous devons nous mobiliser pour que s'il forçait les choses jusqu'à se présenter, qu'il soit battu avec le minimum de voix possible qu'il pourra obtenir. Que l'intégralité du peuple togolais se dresse contre lui et veille à ce que les résultats sortis des urnes soient ceux réellement proclamés. Bien, merci, M. Luc Dupuis, pour ce temps passé en studio. Merci de nous avoir accompagnés à comprendre certaines choses. À vous, téléspectateurs, je vous remercie aussi pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pour le voir, à très bientôt. Merci beaucoup. Il faut couper là où j'ai trébuché, là.